13h15 le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Bonjour à nos auditeurs et nos auditrices, vous êtes bien sur RBS 91.9 et vous écoutez les émissions de la Caresse. Et c'est Eric au micro, alors bonjour gens de Strasbourg et des environs de Strasbourg, du monde et de tout l'univers. Avant de donner la parole à nos invités, je vais vous poser une petite question rhétorique. Alors pas besoin de répondre, je ne vous entendrai pas, même si vous êtes super motivé. Est-ce que, comme moi, vous êtes rendu compte que quand un homme ou une femme politique parle des valeurs de la République française, il n'y a pas la moindre citation d'une de ces valeurs? À croire que ces gens-là savent qu'il y a des valeurs, mais va savoir lesquelles. Ah, le pognon peut-être, parce que le bruit court que la France est quelque chose comme 110e au rang des nations quand on les range des moins corrompus aux plus corrompus. Glorieux pour la nation des droits de l'homme, mais aussi c'est aussi la nation, faut pas l'oublier, qui a assassiné aux lames de gouge, qui prenait déjà les droits de la femme. Encore un élan brisé. Alors, ces valeurs, quelles sont-elles? Il y a déjà la démocratie, même si à la base c'est un système de gouvernement, il est porteur de valeurs, c'est le peuple qui décide, enfin, normalement c'est le peuple qui décide, même si à certains moments cette décision peut ressembler à un jeu du pompon dans un carrousel un jour de Mesti. Il y a aussi liberté, égalité, fraternité inscrites sur les frontons de nos bâtiments administratifs. Et même si ces valeurs sont souvent bafouées, elles font quand même partie de notre constitution censée être la matrice des lois. Alors quand on pense avoir fait le tour des valeurs de la République française, on oublie souvent une très importante, une essentielle, qui a été posée noir sur blanc dans le préambule de la constitution de la 4ème République, et un préambule qui a été repris mot pour faire celui de la 5ème République. C'est celle de la solidarité. En effet, sans cette valeur de la solidarité, rien ne serait pareil dans notre beau pays. Pas d'aide sociale, pas de pôle emploi, ni d'assurance chômage, et surtout pas de sécurité sociale. Parce que ce sont des systèmes solidaires. On cotise à hauteur de nos revenus, et cet argent est redistribué en fonction des besoins. C'est-à-dire que normalement les plus riches sont censés payer plus, et puis c'est redistribué pour les personnes qui en ont besoin, quel que soit leur revenu de base. Et contrairement à ce qu'on dit, c'est une manne qui est bien mieux gérée que les budgets de l'État, puisqu'elle génère moins de dettes, toute proportion gardée. Voire même elle ne génère pas de dettes. Pour la petite histoire, il y a 3 grands systèmes dans le monde pour gérer cette question des maladies. Le système assurantiel, dit beveridgien, du nom du premier ministre anglais qui l'a mis en place. Un système hybride entre assurance et sécurité sociale, ce qui existe surtout dans les pays nordiques. Enfin, le nôtre qui porte aussi le nom d'un personnage politique. Le premier à l'avoir mis en œuvre. Alors, petit concours de devinette, à votre avis, qui ça peut être? Je l'ai lu il y a pas longtemps, mais je ne sais plus. Et c'est Bismarck, parce que le système de sécurité sociale que nous connaissons, c'est le système bismarckien, qui est né de la volonté d'un Prussien au service de Guillaume II. C'est quand même assez étonnant. Mais c'est aussi pour ça que l'Alsace-Moselle bénéficie d'un régime local d'assurance maladie. Et c'est aussi pour ça qu'entre 1918 et 1945, valait mieux être malade en Alsace et en Moselle que en France. Nous étions les seuls en France à avoir la Sécu, puisque cette dernière a été généralisée en France par Ambroise Croizat, un ministre communiste du gouvernement provisoire. Alors Strasbourg a donc bénéficié d'un système solidaire de santé avant tout le monde en France. Et du coup, c'est quand même très étonnant que les forces vives et militantes de cette ville n'aient pas étendu ce concept de solidarité, cette valeur essentielle, à tous les aspects de la vie sociale et politique. Nous ne sommes pas la première ville française à mettre en œuvre les nuits de la solidarité. Et donc, après cette introduction un peu politique et cette transition très subtile, je vous présente nos invités. Lionel Hamel. Bonjour. Et Jean-Sébastien Gounod. Bonjour. Voilà. Et si vous souhaitez réagir à mon intro, c'est le moment. C'était assez dense, j'avoue que je ne saurais pas trop quoi dire de plus. D'accord. Alors du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que les associations et le collectif que vous représentez? Alors moi je suis éducateur spécialisé, je travaille à l'association Entraide le Relais et donc du coup je fais partie avec Jean-Sébastien du collectif de la Nuit de la Solidarité qui regroupe plus d'une vingtaine d'associations sur Strasbourg. Donc c'est des associations qui peuvent être soit des associations professionnelles comme Entraide le Relais dont je fais partie ou des associations d'origine citoyenne qui sont constituées uniquement de bénévoles comme Abribus notamment. Oui, effectivement, du coup, moi je vais me présenter rapidement. Jean-Sébastien Gounod, je fais partie notamment d'Abribus, qui est effectivement une association uniquement citoyenne.
Et à titre plus personnel, je fais aussi partie du coup du collectif Nuit de la Solidarité et du groupe de pilotage. D'accord. On peut peut-être essayer de voir un peu quelles sont les associations de manière générale qui font partie du collectif Nuit de la Solidarité. Alors il y en a plus d'une vingtaine, donc ça va être un peu difficile. J'ai même pas forcément toute la liste en tête là dans l'immédiat, mais on retrouve, comme dit, pas mal d'associations qui sont assez connues, Restaurants du Cœur, Médecins du Monde, et d'autres associations qui, alors ça va être davantage des associations nationales avec des antennes locales, mais aussi des associations qui sont purement locales. Alors des associations citoyennes comme Abrébus, mais il y en a d'autres, ou ainsi que des collectifs citoyens, mais aussi des associations professionnelles qui sont implémentées à Strasbourg. On peut penser par exemple à Liane ou Lilo. Et Lilo, ouais, par exemple, ouais. D'accord. Alors, notre émission d'aujourd'hui parle de la Nuit de la Solidarité à Strasbourg. Alors, déjà, c'est quoi la Nuit de la Solidarité et comment ça se passe à Strasbourg? Alors, la Nuit de la Solidarité, ça correspond à prendre une photographie, on va dire, du nombre de personnes qui sont à la rue au sein d'une même nuit. L'objectif, c'est de faire un recensement global de cette population qui est assez mouvante, qui est assez invisible. Donc concrètement, comment ça se passe? On a cartographié une partie de Strasbourg, en tout cas en secteurs, et ces secteurs sont liés à une équipe d'environ 4 à 5 personnes qui, le soir venu, vont aller dans ce secteur. Donc en fait, au cours d'une même nuit, on aura plusieurs dizaines d'équipes qui vont parcourir Strasbourg dans un secteur prédéfini pour qu'au sein d'une même soirée, tous les personnes qui soient à la rue soient rencontrées. Et donc cette soirée aura lieu mercredi qui vient, le mercredi 4 mars. Et donc du coup, le but, c'est vraiment, comme disait Jean-Sébastien, de pouvoir aller à la rencontre de ces personnes et avoir un élément qui soit assez objectif sur la situation des personnes sans abri à Strasbourg, parce que c'est une donnée qui est toujours très compliquée à avoir. C'est vrai que les chiffres officiels font seulement état des personnes qui appellent le 115, donc le numéro d'urgence pour les personnes sans domicile fixe. Et c'est un chiffre qui est bien en deçà de la réalité, parce que des personnes qui sont sans domicile fixe n'appellent plus ou ne souhaitent pas appeler le 115. Et donc du coup, on estime que ça ne reflète pas la réalité de la situation à l'heure actuelle. D'accord. J'avais une question qui m'était venue là du coup. Oui, si les auditeurs, les gens qui nous écoutent là souhaitent participer, donner un coup de main, est-ce que il y a quelque chose à faire? Alors malheureusement, on a fermé les inscriptions là pour participer à la Nuit de la Solidarité de mercredi. C'est malheureusement trop tard. Néanmoins, si les personnes sont intéressées par alors on va peut-être en reparler plus tard, mais s'ils sont intéressés par cette question-là, le lendemain, on aura une conférence, débat, une table ronde qui va être citoyenne pour parler des premiers résultats qui sortiront du coup de la Nuit de la Solidarité, mais de manière plus globale, des réponses qu'on peut apporter aux questions qui seront soulevées, et ce sera à la salle de la Bourse, du coup, le lendemain à partir de 19h. D'accord. Et c'est ouvert à toutes et tous, et c'est une entrée gratuite. Et du coup, la Nuit de la Solidarité, là, on est à la première édition, mais l'idée, c'est de renouveler cet événement pour pouvoir avoir régulièrement des photographies et pouvoir avoir un suivi un peu de ces informations. Donc du coup, si vous n'avez pas pu vous inscrire cette fois-ci, ne vous inquiétez pas, on espère renouveler l'expérience et la prochaine fois, vous serez des nôtres. D'accord. Alors moi j'ai déjà une première question, une question de fond. C'est quoi la différence entre solidarité et charité? Alors, à mon sens, la charité, c'est quelque chose qui est quand même lié à une doctrine religieuse ou une conviction religieuse. C'est quelque chose qui répond à un appel que, en tant que croyant d'une religion, on a ce devoir de rendre la charité envers les personnes qui ont plus le besoin, qui pendant longtemps était aussi assortie d'une contrepartie, où on achetait un peu sa place au paradis. Mais c'est vrai que la notion de solidarité est, comme tu le rappelais dans l'introduction, quelque chose qui relève aussi de la notion d'égalité, ou en tout cas de dire qu'on est tous un même corps, et que du coup chacun doit s'entraider et chacun doit faire quelque chose pour son voisin sans forcément s'attendre à avoir un retour. Mmh. Alors moi je vais vous proposer de faire une toute première pause musicale. Alors pour commencer, je propose un hommage à un très grand artiste qui est mort pendant le mois de février. Je connais plus la date exacte. Alors peu en connaissent le nom, mais alors tout le monde ou presque a déjà au moins chanté une de ses chansons. Il s'agit de Graham Allwright,
qui a écrit et composé et interprété des chansons comme Jolie bouteille, Petit garçon ou celle que je vais diffuser, Il faut que je m'en aille. Le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Bonjour, vous êtes toujours sur RBS 91.9 et dans le cadre des émissions de la caresse, nous parlons de la nuit de la solidarité à Strasbourg. Alors, pour commencer, quel est le programme de cet événement ? Donc le rendez-vous est donné mercredi soir, donc le 4 mars, à partir de 18h30 aux bénévoles qui se sont déjà inscrits, pour un premier temps de formation qui aura lieu dans un des différents QG, quartiers généraux, qui seront soit au Neudorf, soit place de la Bourse, soit à l'Orangerie. L'idée, c'est de commencer cette soirée par un temps de formation et de questions-réponses pour des personnes qui viennent, qui sont des citoyens, qui sont pas forcément à l'aise avec ce genre de démarche, qui sont pas impliqués par ailleurs dans le bénévolat et pas forcément auprès des personnes sans domicile fixe. Donc le but, c'est d'avoir un temps d'échange avec eux pour un peu leur expliquer le cadre de notre intervention, un peu les règles de base de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne fait pas, redonner un peu quelques éléments aussi de sécurité, et ensuite de proposer aux personnes de se réunir en fonction des équipes qui ont été prédéfinies et de partager un petit repas ensemble avant de partir du coup vers 20h30, 21h pour aller sur leur zone et du coup commencer à arpenter leur zone pour faire passer les questionnaires aux personnes. Alors une formation, oui, mais c'est quoi les contenus à peu près ? On les a évoqués vite fait, mais... Alors du coup, il y a des questions, on va dire, purement méthodologiques sur la manière de compter les personnes, sur la manière de comment réaliser les différents questionnaires, mais il y a aussi tout un aspect, comme disait Lionel, de comment approcher les personnes qui sont à la rue, parce qu'il faut pas oublier que la majorité des gens qui sont inscrits, et c'est une bonne chose, hein, mais la majorité des gens qui sont inscrits, c'est pas des gens qui ont forcément déjà participé à ce type d'action. Donc il s'agit aussi de rappeler différentes règles, ou enfin disons des consignes, sur comment procéder. Par exemple, un exemple tout simple, c'est ne pas réveiller une personne qui dort à la rue, ne pas pénétrer dans une tente qui est considérée comme une propriété privée, si je me trompe pas. Et c'est ce genre de choses qui seront données en fait durant cette heure de formation. Le but, c'est aussi de pouvoir répondre à d'éventuelles questions et mettre les gens à l'aise par rapport à cette soirée-là et faire en sorte que chacun puisse se sentir le plus en sécurité, en confiance pour aller à la rencontre des personnes sans commettre de gaffes, on va dire ça comme ça. Mmh. Et puis dans le respect aussi de la personne en face. Tout à fait. On a affaire à des êtres humains aussi, quoi. C'est important. Par exemple, on ne secoue pas une tente. Si on est devant une tente, qu'on dit bonjour, que personne ne répond, on part, on n'insiste pas. Enfin voilà, des petites choses pour rappeler que même si effectivement les gens viennent avec une très bonne volonté de vouloir aider à comptabiliser les personnes, le but c'est pas non plus de les harceler et de vouloir absolument savoir combien il y a de personnes dans une tente. S'il y a personne qui répond, on part. On dit juste, on signalera qu'il y aura une tente à cet endroit-là, donc on supposera qu'il y aura au moins une personne sans domicile fixe, mais après peut-être qu'ils sont à 3 dans la tente, ça c'est pas grave. Le but c'est au moins de savoir qu'à cet endroit-là il y a quelqu'un qui est visiblement sans domicile fixe. D'accord. Quels sont les enjeux de cet événement ? Les enjeux, je dirais qu'ils sont multiples. Le premier enjeu, c'est évidemment la donnée concrète, l'obtention de ce chiffre. Alors on en reparlera sûrement après, mais ce chiffre il sera pas forcément exhaustif de la situation en tant que telle à Strasbourg. Mais ça c'est évidemment le premier enjeu, c'est de se rendre compte en fait du nombre de personnes qui sont à la rue, du nombre de personnes qui n'ont pas de domicile. Et ce chiffre, dans un second temps, évidemment, l'objectif de celui-ci, c'est de pouvoir présenter des solutions, enfin de proposer des solutions à la fois dans le secteur associatif évidemment, mais aussi dans tout l'aspect on va dire des municipales ou même d'un point de vue étatique, si on imagine de prendre l'ensemble des résultats de la nuit de solidarité sur les différentes villes sur lesquelles il y a eu des nuits de la solidarité. Donc ça c'est évidemment l'objectif, quoi.
Un des autres objectifs, on en parlait juste avant, c'est de sensibiliser le grand public à cette question, de faire en sorte qu'elle ne reste pas une question qui est plus souvent taboue, en tout cas qui est rarement mise sur le devant de la scène, et de leur permettre aussi à des personnes qui ne connaissent pas cette réalité d'avoir l'espace d'une soirée, peut-être un premier contact avec cette réalité, avec les personnes sans domicile fixe, peut-être par la suite s'investir dans différentes associations qui seront présentes. Mais voilà, l'idée c'est aussi vraiment d'avoir une sensibilisation et une communication auprès du grand public du coup sur ces enjeux. Oui, et puis juste pour ajouter dernièrement, un des objectifs aussi, alors c'est peut-être moins visible pour les personnes qui nous écoutent, mais c'était aussi de pouvoir lancer une dynamique associative, de pouvoir regrouper plusieurs associations ensemble sur un sujet qui nous parle tous, sur un sujet fort, et de montrer qu'il est possible qu'en joignant nos forces ensemble, on peut produire des événements importants et du coup avoir un impact important sur la question aussi. Et le dernier enjeu, c'est de mettre en place un modèle qui soit duplicable, c'est-à-dire on se lance dans la première nuit de la solidarité, mais comme je disais avant, l'objectif c'est que ça puisse se refaire pour avoir une veille un peu au long cours. Et donc voilà, le dernier enjeu, c'est aussi là de se lancer dans le bain pour une première, mais ensuite d'en tirer les conclusions de ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché, pour ensuite reproduire cet événement les années à venir. Ouais, une fois ou plusieurs fois par an ? Alors l'idée, idéalement, ça serait d'avoir 2 fois par an, à minima. On n'arrivera pas à en organiser une tous les mois, hein, c'est clair, mais l'idée, ça serait d'avoir une en période hivernale et une en période d'été, parce que c'est vrai que d'un point de vue des médias, mais aussi des politiques, il y a toujours un accent qui est mis sur ces questions dans la période hivernale. Malheureusement, on se rend bien compte que vivre dehors l'été à la rue, c'est pas plus facile, qu'il y a des décès aussi l'été de personnes qui dorment à la rue, et que il faut sortir de cette logique du thermomètre, et il faut sortir de cette logique de dire on met un peu plus de moyens l'hiver parce que attention, il peut faire froid, et puis les médias vont se poser la question, et puis le reste de l'année, voilà, ça va, il fait pas trop moche. Ouais, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est pas forcément beaucoup connu de tout le monde, mais en fait, en moyenne, on va dire, il y a plus de décès de personnes sans abri en été qu'en hiver. Alors c'est quelque chose, on se rend difficilement compte, mais il y a plusieurs raisons. Une d'entre elles, par exemple, c'est les problèmes d'hydratation. Donc c'est pas quelque chose qui est connu de tous. Parce que évidemment on voit le froid, on s'imagine que c'est beaucoup plus dur, et c'est très dur de vivre dehors, hein, il faut bien, je dis pas le contraire évidemment, c'est très dur de vivre dehors quand il fait froid, ça peut être dramatique dans certains cas, mais en été il faut pas sous-estimer aussi l'impact de la chaleur, hein, sur les personnes sans abri. D'accord. Oui, vous disiez que ça avait déjà lieu dans d'autres villes. Est-ce que dans ces villes, ça a donné des résultats probants ? Est-ce que il y a eu moyen d'appuyer un peu sur les municipalités ou sur les pouvoirs politiques à ce moment-là ? La démarche sur les municipalités, alors là, je pense que j'aurais pas forcément une réponse à donner. Après, est-ce que ça a été probant ? Oui, je pense. Par exemple, on prend la ville de Paris, ils ont dénombré, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois 1700 personnes lors de la dernière édition du mois dernier. Donc de toute manière, c'est des chiffres qui, comme je disais avant, seront utiles. En complément de ce que je disais par la suite, en fait, ce que je disais avant, c'est qu'il y a un questionnaire qui est fourni lors de la nuit de la solidarité, dont les personnes sans abri pourront ou non remplir, ils pourront ou non répondre aux questions. Évidemment, il ne s'agit pas de forcer la main pour répondre à ces questions-là, mais l'obtention de ces chiffres, de ces informations sur ces questionnaires, ça va vraiment permettre de pouvoir aussi adapter les solutions aux personnes sans abri. Un exemple, les personnes avec des chiens, est-ce qu'ils trouvent ou pas des solutions en hébergement ? C'est une question qui est importante. Ce genre de questions-là, elles sont nécessaires si on veut avoir des solutions qui sont plus adaptées aux personnes qu'on rencontre. En tout cas, notre point de vue, c'est aussi de pouvoir mettre un peu des éléments concrets face au pouvoir public, et qu'on puisse plus nous dire on ne sait pas. C'est un peu ça aussi l'idée de cette photographie, de cet aspect-là, c'est qu'on puisse dire, nous, travailleurs sociaux, nous, bénévoles d'associations citoyennes qui sommes engagés auprès des publics sans domicile fixe, on fait remonter tels éléments, on fait tel constat, et régulièrement, les pouvoirs publics nous disent que parce qu'ils n'ont pas d'éléments chiffrés, parce qu'ils n'ont pas de données, ça reste du ressenti, ça reste des impressions, ça reste des choses qui ne sont pas quantifiables, qui ne sont pas probables. Et donc du coup, nous, notre point de vue, notre idée avec la nuit de la solidarité, c'est aussi un moment de pouvoir ramener des éléments plus factuels, des éléments factuels qui sont aussi collectés par des personnes bénévoles qui viennent au cours d'une soirée. Donc
Il n'y a pas forcément un aspect militant derrière, c'est vraiment normalement des données objectives qu'on va présenter. Et du coup, de dire, ben voilà, en tout cas, maintenant, que ça ait une suite ou pas, bien évidemment, nous, on espère qu'il y aura une suite et qu'il y aura une répercussion, mais au moins, on pourra dire, ben maintenant, vous les avez et vous pouvez plus dire, on ne sait pas. D'accord. À espérer que ça se fasse pas comme dans les manifestations. Le chiffre des associations et ceux de la municipalité. Voilà. Du coup, j'ai une autre question, c'est organiser un événement comme ça pendant la période électorale. Est-ce que ça relève du hasard? Est-ce que c'est un appel du pied à l'adresse de la future équipe municipale? Alors évidemment c'est pas un hasard, hein. Enfin la nuit de la solidarité, la date de la nuit a été choisie plus ou moins pour coller avec cet emploi du temps politique. Oui, on parlait des enjeux avant et un des piliers de ce collectif, c'est effectivement d'avoir un impact sur les municipales. Et comme disait à juste titre Lionel juste avant, c'est d'avoir des chiffres à présenter pour dire que potentiellement, enfin normalement on imagine que c'est le cas, mais que les solutions qui sont proposées ne sont pas suffisantes en fait, et l'objectif ici c'est évidemment de pouvoir faire réagir les candidats municipaux, les futurs élus, et de leur dire qu'il y a que la situation à Strasbourg elle peut être améliorée, que c'est pas forcément une question de l'État, parce qu'il y a aussi ça, c'est ils se renvoient la balle entre l'État et les municipales, enfin entre les mairies et les États pour trouver des solutions, mais il y a des solutions qui peuvent être apportées au niveau de la ville, et qu'avec ces chiffres-là, on espère leur montrer que oui, il y a des problèmes, il peut y avoir des solutions, et que maintenant mais que maintenant il faut qu'ils s'engagent aussi. Et dans ce cadre-là, le lendemain du coup de la nuit de la solidarité, le 5 mars, il y aura du coup cette soirée à 19h qui est une table ronde, et on espère que dans ce cadre-là, les candidats viendront et réagiront à la fois aux résultats de la nuit de la solidarité, et aussi potentiellement présenteront des engagements par rapport à ces résultats, mais aussi à partir d'une charte d'engagement qui leur sera proposée, qui n'émet pas directement du collectif de la nuit de la solidarité, mais d'un autre groupe d'associations, et effectivement d'avoir des promesses par rapport à ça. C'est vrai qu'on n'oublie pas que la question du logement est une compétence de l'État. Ça, c'est quelque chose qui est dans les textes de loi et qui est une réalité. Mais ce qu'on veut dire, c'est que la situation est telle et l'urgence est telle qu'à un moment, les municipalités, même si c'est pas leur obligation et que c'est pas forcément à elles de financer ça, elles peuvent pas fermer les yeux sur cette réalité, étant donné que ça se passe sur leur territoire. Donc c'est vrai qu'on a vraiment cette volonté de pouvoir interpeller, en sachant que effectivement la réponse nous sera sûrement faite à un moment de dire c'est pas à nous de financer ça. Bah oui, mais quand ça devient à une telle échelle, il faut quand même se poser la question. D'accord. Avant de passer à la suite, je vous propose une nouvelle pause musicale. On va écouter cette fois-ci Ben Harper, un anglais. Enfin, tout le monde connaît, je pense, Ben Harper du coup. Et le titre c'est Give a Man a Home. Le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Voilà, alors de manière générale, on va peut-être essayer de faire un peu le tour de quelle est la situation, quel est le vécu et qu'est-ce qu'on peut faire à l'heure actuelle avec les gens qui sont à la rue. Vaste question. Alors on va essayer d'être concis. Alors déjà, comme on le disait avant, les personnes à la rue, il n'y a pas de définition qui puisse être faite comme ça en 2 minutes et qui serait valable pour tout le monde. De plus en plus, on fait face à des situations qui sont très très variées. Ça peut être soit des personnes isolées, soit des personnes en couple ou en famille. Ça peut être des personnes qui sont de la société française, étrangères, qui ont des papiers, qui n'ont pas de papiers, qui ont des pathologies, qui ont des addictions ou pas. Voilà, c'est vraiment un panel de situations individuelles qui est vraiment très très diversifié et qui depuis quelques années a tendance aussi à beaucoup se complexifier, en tout cas au niveau, dans le sens où les solutions qui jusque-là étaient proposées, aujourd'hui ne collent plus forcément à la réalité des situations qu'on rencontre, alors qu'elles pouvaient encore être davantage adaptées il y a 5 ou 10 ans où les choses étaient peut-être un petit peu plus clairement définies.
Donc ça, c'est vraiment une donnée importante et qu'on veut aussi rendre compte dans la nuit de la solidarité, c'est que c'est un public mouvant, un public qui évolue, un public qui bouge, et que du coup, on appelle aussi les pouvoirs publics à réfléchir et créer de nouvelles réponses, et ne pas rester sur des choses acquises, sur des choses déjà expérimentées, mais qui au final peuvent ne pas coller à la situation des personnes aujourd'hui. Ok, alors quand on parle des étrangers, quand on parle des migrants, on pense souvent à ceux qui traversent la Méditerranée. Est-ce que il y a d'autres régions du monde qui sont Alors ça, oui, il y a des personnes, notamment chez nous sur Strasbourg, beaucoup de personnes qui viennent plutôt des pays de l'Est. Alors ça peut être les pays de l'Est de l'Europe, donc roumains, polonais et autres, même si c'est plus les publics qui viennent le plus ces dernières années. Mais après, plus de façon plus lointaine, des personnes qui viennent de Tchétchénie, de Géorgie, d'Arménie, donc des personnes qui ne traversent pas, c'est pas des boat people comme on a l'habitude de nous les montrer à la télé, mais ça reste des personnes qui viennent de façon assez intensive sur le territoire de Strasbourg, du fait de notre proximité avec l'Allemagne et du fait qu'on soit plus ouvert vers l'Est, alors que les villes du sud de la France sont plus concernées par des immigrations africaines et autres. Et du coup, quelles sont les réponses qu'on peut apporter à ces personnes-là, à ces publics-là ? C'est une question qui est un peu compliquée à répondre, honnêtement, du moins pour moi. Pas que la question en elle-même me gêne, mais c'est juste que les procédures, de manière générale, sont très liées à la politique d'État et même à la politique européenne à l'heure actuelle. Parce que, enfin, dans le cas des personnes migrantes, évidemment. N'empêche qu'il y a une réalité, c'est que ces personnes, quand elles sont sur le territoire, quand elles arrivent sur le territoire et qu'elles se trouvent à la rue, c'est une situation qui ne peut pas être admise, qui ne peut pas être acceptable. Et dans ce cadre-là, nous, on a de manière collective, on a un thème, enfin pas un thème, une réponse qui nous semble appropriée et qui doit être forte, c'est l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire que quelle que soit la situation de la personne, quelle que soit son origine, son statut administratif ou n'importe, si la personne est à la rue, elle se doit ça relève de l'État et de procurer une solution, ne serait-ce qu'à court terme, pour ces personnes-là, ce qui n'est pas forcément le cas à l'heure actuelle pour toutes les personnes qui sont sur le territoire à Strasbourg, mais dans d'autres villes de France, évidemment. Et après, c'est des situations qui relèvent de tous les besoins que tout un chacun peut avoir: manger, boire, dormir. Voilà, donc on parlait avant des différentes associations citoyennes, on parlait aussi de la charité en début d'émission. Enfin, il y a quand même des besoins purement physiologiques auxquels les personnes doivent pouvoir trouver une solution. Donc du coup, il y a déjà pas mal d'associations sur Strasbourg qui sont engagées dans ces différentes réponses. Et après, si on va dans un niveau plus d'insertion, de travail sur le plus long terme, il y a des choses qui sont possibles avec des structures comme le SIAO, qui est une association qui a la responsabilité de recueillir les demandes d'hébergement et de proposer du coup des solutions en fonction des places disponibles. Mais là, on en arrive à une réalité qui est qu'on manque cruellement de places d'hébergement à l'heure actuelle, et que du coup, les situations mettent des mois à trouver des solutions, même quand c'est des personnes françaises qui ont des papiers, qui ont des ressources, qui travaillent. Enfin voilà, on en arrive à une situation qui est tellement bloquée que même des situations où spontanément on pourrait penser que ça devrait pas poser de problème d'un point de vue de l'insertion parce qu'ils ont tout entre guillemets, on se rend compte que si, parce qu'en face malheureusement les dispositifs sont saturés, le nombre de places n'est pas du tout suffisant, et même en amont de ça, les associations qui proposent de la domiciliation administrative, donc une solution pour que les personnes sans domicile fixe puissent avoir une adresse, sont surchargées. Les services avec des assistants sociaux pour faire de l'accompagnement des personnes dans les démarches sont surchargés, et donc du coup à tous les niveaux en fait on est face à un système qui est de plus en plus embolisé et qui fait que toute situation devient compliquée pour passer dans une étape plus d'insertion et dans une projection à plus long cours, alors qu'à la base, on pourrait imaginer que ce serait que le cas pour les personnes vraiment déboutées de la demande d'asile ou sans papier et qui du coup sont très loin d'avoir accès au marché de l'emploi, etc. Du coup, ça veut dire que, quand je vous entends parler, que l'image classique qu'on a de la personne à la rue, c'est-à-dire grosso modo du clochard qui est un homme qui boit un peu trop, c'est plus tout à fait le profil des gens qui sont à la rue. Il y a des gens qui travaillent, du coup, il y a des gens qui ont un certain nombre de droits. Il y a aussi des familles, des enfants, j'imagine.
Tout à fait, c'est toutes ces réalités-là qu'on peut rencontrer. Alors après, quand on se promène dans les rues de Strasbourg, c'est vrai qu'on continue à croiser comme tu disais, un peu les clochards vieille école, ceux qu'on a tous dans un coin de la tête, ceux qu'on appelle aussi les punks à chiens, donc les plus jeunes qui viennent souvent un peu en bande, qui est souvent un public assez mobile, qui va faire les saisons dans une ville, qui va partir dès qu'ils ont une option de boulot dans le sud de la France, revenir après, qui est assez mouvant. Mais après, c'est vrai qu'il y a une grande partie du public, notamment les femmes. Il y a beaucoup de femmes à la rue, qui est un public qui est beaucoup plus à la recherche d'un anonymat, notamment pour se protéger, parce qu'être une femme à la rue, c'est encore une situation plus compliquée et plus dangereuse. Et donc, du coup, c'est un type de public qui a tendance à davantage se cacher et que du coup, on ne voit pas, mais pourtant, il est là, il existe et il y a un besoin qui est important. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux personnes comme ça qui sont en danger ou qui risqueraient de se retrouver à la rue? Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller soit pour éviter de s'y retrouver, soit Alors, on n'est pas forcément des champions de la prévention en France, mais toutefois, si vous êtes en logement, que vous avez des difficultés à payer votre loyer, allez voir l'assistante sociale de secteur. Ça peut sembler simple à dire, c'est souvent beaucoup plus dur à faire, et nous on rencontre dans les accueils de jour des personnes qui disent à un moment, j'ai pensé que j'allais m'en sortir, je voulais pas, j'assumais pas de devoir aller voir l'assistante sociale, je voulais pas que mes voisins me voient rentrer au centre médico-social de secteur, mais en fait ils se retrouvent à un moment pris dans un engrenage d'où ils n'arrivent plus à se sortir. Alors je le disais, les services sont débordés, mais il y a dans tous les centres médico-sociaux, il y a des permanences, il y a des créneaux où vous pouvez aller sans rendez-vous pour rencontrer quelqu'un qui ensuite pourra vous proposer différentes solutions. Mais voilà, n'attendez pas le dernier moment, et il y a des solutions qui peuvent être enclenchées, il y a des dispositifs qui existent pour éviter les expulsions locatives, pardon. Donc du coup, il faut surtout ne pas attendre et ne pas rester seul avec ça. D'accord. Je vous proposerais bien une nouvelle petite pause musicale, un peu plus fraîche. Une chanson de Louis Armstrong, Hobo, You Can't Ride This Train. C'est... Now listen here, boy. You ain't so bad after you all right with me, son. I think I will let you ride. 13h15 le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Bonjour, vous êtes toujours encore sur RBS 91.9 dans le cadre des émissions de la Caresse, et nous parlons aujourd'hui de la nuit de la solidarité à Strasbourg qui aura lieu le 4 mars au soir, suivi d'un événement le 5 mars à 19h. Voilà. C'est ça. D'où le 19. Du coup, encore une petite question, c'est déjà, que peut-on attendre des pouvoirs politiques à tous les échelons pour améliorer les conditions des gens qui sont à la rue? Alors, du coup, je pense que il y a plusieurs aspects. Il y a tout d'abord effectivement avoir une volonté. Alors, on a eu du point de vue étatique cette volonté, cette grande annonce de 0 SDF à la rue. C'est bien beau, mais en attendant, on aimerait bien voir la mise en place une réalité qu'on aimerait bien observer, qui n'est pas le cas actuellement. Je pense que là, à l'heure actuelle, les besoins ils sont multiples. Mais ça s'inscrit dans tout ce qui est ce plan notamment de logement d'abord. Alors je suis pas un spécialiste de la question, donc j'espère ne pas dire une bêtise là-dessus, mais globalement l'idée ici c'est de favoriser le logement des personnes qui sont à la rue pour vraiment avoir une démarche d'insertion et d'accompagnement. Donc néanmoins ça demande des moyens, et on espère que les moyens ils vont être mis en œuvre. On espère que, donc du coup là je parle vraiment de l'aspect étatique, on espère que du coup on va observer progressivement des gens qui vont être qui vont être accompagnés davantage, parce qu'il y a vraiment ce besoin là que les personnes soient accompagnées,
Parce qu'à l'heure actuelle, en fait, le problème, c'est que les gens qui sont à la rue, en fait, sont accompagnés d'une assistante sociale, évidemment, mais n'ont pas vraiment de manière de pouvoir se poser, en fait. En gros, ils sont à la rue, ils peuvent avoir un hébergement d'urgence, et comme on l'expliquait, s'ils ont la chance d'avoir un hébergement d'urgence, potentiellement, celui-ci, il va être sur une période très restreinte de quelques jours. Et donc, du coup, évidemment, pour que ces personnes se reconstruisent, pour qu'elles puissent sortir de la rue de manière générale, c'est une situation qui est très compliquée, et de ce fait, il y a vraiment un gros besoin, je me répète, je suis désolé, je me répète, mais il y a vraiment un gros besoin d'accompagnement et de stabilisation de ces personnes-là. C'est vrai que le pari du logement d'abord, c'est de dire que la première réponse à apporter, c'est d'avoir un logement, donc un appartement à soi dont on est le locataire, et qu'après, à partir de là seulement, on peut imaginer de travailler un accès aux soins, de travailler un accès à l'emploi, de travailler un accès à la formation. Et c'est vrai que, comme le disait Jean-Sébastien, quand on est à la rue, quand on ne sait pas où est-ce qu'on dort le soir, quand on est dans une urgence au jour le jour de trouver où manger, trouver où se dormir, trouver où poser son sac, trouver voilà, des choses purement des besoins de première nécessité. Quand on est dans cette urgence-là, être en mesure de se projeter, être en mesure d'essayer de construire un projet, être en mesure d'entamer des démarches au long terme, c'est quelque chose qui est loin d'être évident. Et même nous, je pense qu'on n'y arriverait pas. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qui est juste lié à une, je sais pas comment on pourrait dire, à une faiblesse ou à un problème de personnes qui seraient particulièrement feignantes ou qui seraient particulièrement assistées. Non, c'est juste qu'à un moment, leurs conditions de vie au quotidien font que pouvoir réfléchir au lendemain sereinement, c'est quasiment impossible. Oui, et puis là, on parlait du logement de manière plus générale. Alors, c'est vrai qu'à Strasbourg, on entend souvent, si on est sans-abri, il y a toujours moyen de manger. Alors, moi, je fais partie d'une des associations à Brébus qui distribue des repas aux sans-abri. Je trouve que cette réponse, elle est partiellement vraie, dans le sens où déjà, il y a un jour à Strasbourg, le vendredi, où il n'y a pas de distribution de repas, ou du moins pas de manière assez conséquente dans la rue. Et d'autre part, il y a aussi cette question de comme on disait un peu avant, que le public, alors on a du monde évidemment à ces distributions, c'est des distributions à la rue, mais qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas en sécurité, ne se sentent pas à l'aise dans ces lieux. Donc en fait, on sait qu'on ne touche pas aussi toutes les personnes à la rue. Et tout ça pour dire que ça, après, c'est un autre vaste débat et vaste sujet, mais tout cet aspect de réponse directe des besoins les plus précaires qui sont apportés par des associations citoyennes ou pas, elles existent parce que potentiellement il y a aussi on va dire un échec de l'État de aussi proposer des réponses concrètes pour ça, et il se repose en fait sur ces associations. Et c'est vrai qu'il y a cette phrase assez célèbre de dire que l'objectif de nos associations, c'est, enfin, je crois que c'est les Restos du Cœur, si je me trompe pas, de dire que l'objectif c'est de plus d'exister, de plus avoir cette misère, mais on peut aussi envisager ça envisionner ça autrement, de s'imaginer que potentiellement ce serait bien aussi que pour ces questions-là, il y a un apport aussi, un soutien des politiques et enfin de manière plus générale de l'État. Et vous, quelles sont les solutions que vous préconisez en tant que collectif, même en tant qu'association ? Comme on le disait tout à l'heure, nous, un des premiers aspects, c'est l'accueil inconditionnel. C'est reposer ce principe qui est dans la loi, qui est quelque chose qui, je pense, ira à tout le monde dans l'idée. Tout le monde est prêt à dire qu'il faut un accueil conditionnel et qu'effectivement, toute personne dans la rue devrait avoir une solution. Mais malheureusement, on se rend compte dans les faits que c'est pas le cas. C'est pas le cas pour plein de raisons, hein, parce que certains dispositifs sont réservés à certains types de publics et que du coup, on en est de plus en plus loin. Donc nous, c'est vraiment déjà une première base. Pour nous, c'est l'accueil inconditionnel et que du coup, chaque personne, quelle que soit cette situation, doit pouvoir trouver une solution. Il y a aussi des textes internationaux qui rappellent que chaque personne a un droit à un endroit où dormir, a le droit à une dignité. Voilà, la condition actuelle des personnes sans domicile fixe, c'est ce qu'elle... Ça s'appelle les textes des droits de l'homme, c'est ça? Ou de l'humanité? Voilà. Ah oui, voilà, je savais plus l'intitulé exact, excusez-moi, au bout d'un moment, j'oublie. Mais voilà, pour nous, c'est déjà ne serait-ce que rappeler ces grands principes-là. Et après, au-delà des principes, qu'il faut toujours rappeler, parce que c'est quand même important, voir comment est-ce qu'ils peuvent être mis en place et comment est-ce qu'ils peuvent devenir une réalité sur le terrain. D'accord.
En termes quand on parle d'hébergement, ça veut dire aussi du coup inciter les politiques publiques à construire plus de logements, à rénover plus de logements, voire même peut-être faire plus de logements collectifs. Oui, en tout cas, il y a moyen d'imaginer plein de choses. Il y a moyen d'imaginer, déjà de créer, ne serait-ce que de créer plus de places d'hébergement d'urgence. Ça pourrait déjà répondre de manière partielle ou en tout cas dans un premier temps aux besoins. Mais après, clairement, même si on voit qu'il y a beaucoup de logements qui se construisent, la plupart des logements, même quand ils sont sociaux, ne sont pas abordables pour des personnes qui ont des bas revenus. Et là, du coup, on en revient de nouveau à la notion de personnes avec des revenus, mais l'hébergement d'urgence est pour tout le monde. Donc, pour moi, ce serait quand même vraiment le premier point à retravailler et permettre aussi que, du coup, des hébergements d'urgence puissent être des premières étapes ou des premiers paliers vers ensuite une autre solution, mais de pouvoir répondre à une urgence d'une personne qui appelle en disant ce soir, je n'ai nulle part où dormir, d'être en mesure de la poser quelque part, et qu'ensuite, une fois que la personne est posée, pouvoir travailler à essayer de la faire rentrer dans des dispositifs qui existent déjà ou qui sont à construire, ou dans un logement. Mais voilà, pour moi, l'urgence, c'est vraiment de réfléchir à ça et de créer davantage de places de logement ou d'hébergement. Et en ce moment, à Strasbourg, on a combien de places d'hébergement d'urgence pour combien de personnes qui demandent ? À peu près 500, je crois. Corrige-moi. 500 personnes qui demandent ou Non, 500 places d'hébergement d'urgence. D'urgence, je veux dire. Oui, ça doit être quelque chose comme ça. Après, comme on est en période hivernale, il y a des places en plus, donc j'avoue que je sais plus trop le détail des différentes places. Mais en tout cas, on est encore à environ 800 personnes qui appellent par semaine le 115 pour un hébergement et 75% de personnes qui n'ont pas de réponse à cette demande. Donc la demande reste importante et le nombre de places reste insuffisant. Oui, parce que d'ailleurs, juste pour compléter ce que disait Lionel avant, c'est que l'hébergement d'urgence, alors on parlait du logement d'abord, qui sont du coup deux aspects différents, mais effectivement l'hébergement d'urgence, il faut vraiment imaginer aussi davantage de places. Moi, enfin d'un point de vue purement citoyen, militant, on va dire, c'est vrai qu'on peut légitimement se poser vraiment la question de à quel moment on peut considérer ça normal que, quel que soit le statut administratif de la personne, quand on se retrouve, nous, en tant que citoyens en distribution, par exemple, on se retrouve face à une famille de 5 personnes qui fait -5 dehors, qu'il y a des enfants qui sont vraiment jeunes, qui ont, je sais pas, moi, c'est des expériences que j'ai vécues, 6-8 ans, qui sont là, il est 23 heures et il n'y a aucune solution parce qu'il n'y a pas la place. Là, on est légitimement en train de se poser la question de qu'est-ce qui se passe, de trouver ça complètement anormal. Parce que c'est vrai que quand on parle des sans-abri, de l'hébergement d'urgence, on en revient à ce qu'on disait un peu avant. On s'imagine un peu la personne qui boit, qui a, on va dire, presque habituée de cette situation, alors que c'est complètement un peu, si je veux dire, un peu stupide, parce que forcément, cette personne-là, elle s'est retrouvée à la rue, elle est pas née à la rue, elle a pas toujours été comme ça. Et puis quand bien même ce serait la situation, quand bien même cette personne est habituée, c'est proprement inacceptable de se rendre compte qu'il y a des personnes qui sont dehors à la rue et pour lesquelles il n'y a pas de place, alors que c'est dans des situations, dans un environnement qui est très hostile, quoi. Et c'est vrai que souvent on dit que les personnes ne veulent pas aller au 115, ou même nous on le disait avant, ils ne font pas le 115. Mais la majorité des personnes dans ce cas-là ont un moment appelé le 115, ont un moment essayé. Et si à ce moment-là il avait pu être proposé une solution d'hébergement, déjà on pourrait déjà presque arrêter la phrase là. Si déjà quand la personne a appelé on avait pu proposer une place, mais en plus si ça avait été une place avec des conditions d'accueil pas trop mauvais, c'est-à-dire pas forcément un dortoir de 8 personnes, pas forcément des conditions où les gens y arrivent, ne peuvent pas dormir parce que cohabitation, parce que va-et-vient dans la nuit. Si on avait pu proposer ça, peut-être que les personnes par la suite auraient continué à faire appel au 115 et se seraient pas découragées. Alors là, en ce moment sur Strasbourg, il y a vraiment une amélioration en termes de réponse téléphonique, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes qui appellent le 115 arrivent à le joindre. Alors ça peut sembler pas grand-chose, mais déjà pour des personnes qui appellent quotidiennement, ça permet d'un peu plus s'accrocher, au moins d'avoir un interlocuteur en ligne, même si après le nombre de réponses n'a pas augmenté, de réponses positives. Mais en tout cas, ne serait-ce que des petites choses comme ça, c'est aussi
éviter que les personnes ne se découragent trop vite, même si au bout d'un moment, on peut pas non plus leur jeter la pierre d'arrêter d'appeler le 115, alors que quand ils appellent, la majorité du temps, ils ont pas de place, ou alors une place pour 3 jours, et après, ils vont repasser une semaine dehors, quoi. Je pense que ça, on peut entendre qu'à un moment que les personnes soient fatiguées et résignées face à cette situation-là. Donc, la réponse du « il n'appelle pas le 115 », faut faire très attention, parce qu'effectivement, il y a des raisons qui souvent sont très très objectives et très compréhensibles de pourquoi est-ce que c'est le cas. Oui, et puis si on estime que c'est pas normal qu'il y ait des gens à la rue, il y a aussi moi ce qui me marque tout particulièrement, c'est le fait de voir des enfants à la rue, alors qu'il y a une obligation légale de l'État de protéger tous les mineurs de moins de 18 ans parce que c'est un public extrêmement fragile et qui peut être manipulable, qui peut être Alors l'obligation, si je peux juste me permettre, c'est pour les mineurs isolés. Quand c'est le cas de famille, hein, légalement, il n'y a pas une obligation on va dire aussi forte d'hébergement. Je dis une bêtise ? Non, vas-y, continue. Non, parce que là, je parlais des familles avant, Mhm. des familles avec des mineurs, dont une partie de la famille, c'est des mineurs, qu'on retrouve à la rue. Là, je parle potentiellement de familles migrantes, évidemment, mais d'un point de vue d'accueil inconditionnel, ça ne change rien dans l'hébergement d'urgence. Des familles qui dorment à la rue, on n'a qu'à se souvenir des campements, des gros campements qu'on a eu cette année. Je veux dire, ils étaient composés essentiellement de familles, hein, de familles migrantes notamment, mais pas que. Oui, effectivement, avec des enfants, souvent très jeunes, qui vivaient dans ces campements et qui vivaient à la rue. Oui. Mais je me demande même si vraiment même un mineur en famille n'est pas censé être un minima protégé ou d'avoir de la nourriture, parce qu'on place des enfants qui sont en famille, qui sont en danger dans leur famille, dans leur milieu. Et là, je me demande si ça va pas même plus loin normalement dans le. Si on en revient avant aux droits de l'homme notamment, toute personne doit être hébergée de toute façon. Donc la problématique à l'heure actuelle, c'est que la première question qu'on pose, c'est est-ce que vous avez des papiers, pas de papiers, et que du coup, en fonction de la réponse, malheureusement, le principe est plus ou moins fluctuant. On a tous le droit aux besoins de base. Primaire, oui. Boire, manger, dormir, quoi. C'est ça. Mais on en est loin, malheureusement. Oui. Et c'est pas ici qu'on va arranger les choses, parce qu'en plus notre émission touche vraiment à la fin. C'est passé trop vite. C'est passé trop vite. Et du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des émissions de la Caresse. Et je vous retrouve, auditeurs et auditrices, dans un mois pour parler d'un autre sujet qui sera normalement, on parlera plus de pédagogie. Voilà.